Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. L'attractivité fait partie des priorités du gouvernement. Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, sera notre invité pour nous dévoiler sa feuille de route et la stratégie qui va être mise en place pour attirer toujours plus de résidents, travailleurs et investisseurs à Monaco. Un moment toujours émouvant pour les principaux concernés, mais aussi pour leurs familles. Les nouvelles recrues de la compagnie des sapeurs-pompiers ont très officiellement reçu aujourd'hui leur casque. Opération séduction à New York pour la direction du tourisme et des congrès. Guy Antonielli et ses équipes, accompagnés par plusieurs représentants des hôtels de Monaco, enchaînent les rendez-vous pendant 2 jours dans la Big Apple. Il sera en duplex de Manhattan dans ce journal. La Five Paddle Cup, la première du nom, s'est disputée pendant 2 jours au Tennis Club d'Aise. Des personnalités et des champions de la discipline ont joué le jeu au profit de Fight-Heads Monaco. Et puis des enfants captivés de grands airs. Nous reviendrons sur le dernier concert jeune public proposé dimanche. C'est une composante fondamentale du modèle monégasque. L'attractivité est essentielle pour contribuer au développement de Monaco. Et face à une compétition grandissante de la part d'autres pays, et alors que les flux de migration de personnes présentant un potentiel intéressant n'ont jamais été aussi soutenus, une stratégie a été mise en place. Elle est destinée à mieux cibler, accueillir et intégrer de nouveaux résidents. Et elle est portée par le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique. Frédéric Ginta est notre invité. Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. L'attractivité est une priorité du gouvernement. Vous venez de présenter votre feuille de route. Très concrètement, aujourd'hui, le challenge, c'est de continuer à attirer une population toujours plus nombreuse à Monaco, une population de résidents, de travailleurs, mais aussi d'investisseurs. Mais Monaco n'est pas le seul pays à chercher à attirer ce que l'on appelle les individus à haut potentiel. Aujourd'hui, où est-elle la concurrence dans ce domaine ? Aujourd'hui, la concurrence est multiple. Elle est européenne tout d'abord. Il y a des pays qui se positionnent sur ces populations également, certaines régions. Elle est évidemment mondiale, avec des hubs qui se sont dessinés. On pense souvent à Dubaï pour le Moyen-Orient. On pense souvent à Singapour pour l'Asie du Sud-Est. Donc, elle est mondiale. Ce qui est important, plus que regarder la concurrence, c'est que Monaco continue de s'adapter et continue d'offrir à ses populations ses besoins sans trahir ses spécificités. Dans votre feuille de route, la stratégie déterminée pour l'attractivité s'articule autour de 3 axes prioritaires. Alors le premier, c'est un ciblage précis. Quel est le profil aujourd'hui recherché ? Là, effectivement, on réfléchit à attirer des résidents actifs qui s'installent, qui créent de la valeur économique à Monaco, qui sont ancrés en principauté, qui font partie de la communauté, qui sont évidemment des gens, je dirais, corrects, que la sûreté peut valider. Mais l'idée vraiment de ce premier axe, c'est de se faire connaître de ces gens-là, par nos ambassadeurs, par des outils numériques, par des missions dirigées vers ce type de résidents, de encore mieux les accueillir par effectivement des services plus anglophones, plus numérisés, des formations, et également la rétention, de s'assurer que ces gens-là, une fois présents, ont ce qu'on appelle le meilleur des 2 mondes. La vie monégasque exceptionnelle d'une petite ville et en même temps les accès, les possibilités d'une mégalopole et donc des événements, donc des possibilités d'investissement. Et c'est tout ce cycle pour les résidents et investisseurs qu'on souhaite promouvoir et développer encore plus en principauté de Monaco. Pour cela, pour être attractif, vous souhaitez que l'on développe des recettes supplémentaires. Et ça veut dire que ça passe peut-être aussi par l'émergence de nouvelles activités, possiblement ? Absolument. On a effectivement vu la taille que fait Monaco. On a vocation à attirer des entreprises qui ont une haute valeur ajoutée et qui consomment très peu d'espace. On pense bien sûr naturellement aux sociétés d'investissement, on pense aux patrons des différents fonds, au management de ces entités. On pense également, c'est un sujet que l'on regarde notamment avec l'aide du cabinet princier, à faire de Monaco dans le futur une place d'arbitrage juridique de droit international, que ce soit pour les recettes évidemment nécessaires pour l'État, que ce soit pour le type de métier que l'on souhaite créer et le rayonnement de la principauté.
ce type d'activité coche toutes les cases. Vous n'êtes pas seul, on l'a entendu, de nombreux services gouvernementaux sont imbriqués dans ce vaste combat pour l'attractivité. Mais plus généralement, l'idée c'est que tous les acteurs clés de Monaco avancent unis ensemble dans ce dossier? Absolument. Déjà, c'est un travail d'équipe et l'ensemble des départements ministériels sont totalement impliqués dans ce plan. Je pense au département de l'Intérieur pour l'aspect résident et la sûreté publique. Je pense évidemment au département des finances pour les sujets liés aux entreprises, à la modernisation du droit. Je pense évidemment au département de l'environnement, de l'équipement et de l'urbanisme pour tout ce qui va des titres de circulation à la transition environnementale. Je pense évidemment au DREC pour le rôle des ambassadeurs et des consuls qui nous aident. Je pense aux affaires sociales pour tout ce qui sont les emplois, les salariés. Donc chaque département est totalement impliqué et chacun des conseillers ministres est un sponsor fort de ces actions. Mais ça va plus loin que juste le gouvernement. On travaille aussi avec l'ensemble des entités qui font activité à Monaco. Je pense au CSA, je pense au Monaco Private Label, dont nous avons fait le summit jusqu'à hier soir. Je pense bien entendu au CREM et à la MAF, à la FEDEM. En fait, c'est une initiative collective. Merci Frédéric Ginta d'être venu nous présenter votre feuille de route pour l'attractivité en principauté. Merci beaucoup. C'est le point d'orgue, l'aboutissement de longues semaines de préparation. La traditionnelle remise de casque au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers s'est tenue aujourd'hui, place du Campanin. Le corps s'est réuni autour des 5 nouvelles recrues. C'est un reportage signé Vanessa Dessy avec Lionel Bernardi et Louis Borgia. C'est l'aboutissement d'un long parcours de formation. 5 nouvelles recrues se sont vues remettre leur casque d'intervention par leur parrain. Une cérémonie qui marque ainsi la fin d'un apprentissage intense. Cet acte fort symbolisant un engagement, mais aussi l'appartenance au corps des sapeurs-pompiers de Monaco. La formation dure 5 mois pour les jeunes recrues, puisqu'elles viennent d'horizons différents, avec une culture et un niveau de compétences différents. Donc l'idée, c'est de tous les remettre à niveau et surtout de les former aux particularités de la principauté. Et toute formation donne lieu à des maintiens des acquis, donc à des requalifications. On ne peut pas faire une formation initiale et puis après toute sa carrière ne plus rien faire. Donc en fonction des spécialités, des matières, il y a des périodes de recyclage, je dirais, pour que les militaires, les sapeurs-pompiers soient requalifiés dans leurs fonctions. Donc c'est un perpétuel recommencement, tout comme l'engagement. Leur engagement, ils ne signent pas un contrat, je dirais, à vie chez nous. Tous les 5 ans, ils sont obligés de repasser par des épreuves qui leur donnent le droit de se réengager au sein de la force publique. Tous ont moins de 27 ans et sont militaires français, certains issus de l'armée de terre, d'autres de la marine nationale. La recrue promue majeure de promotion est native de la Côte d'Azur. Une grande fierté pour ce Niçois qui a su travailler sans relâche durant sa formation. On brosse toutes les spécialités des pompiers et les particularités à Monaco, donc avec les spécialités même à notre formation initiale, comme le sauvetage des blêments. Pour ceux qui n'ont jamais été pompiers, apprendre tout le métier. Ceux qui l'ont déjà été, se formater aux spécificités de Monaco. Et voilà. Totalement opérationnelles, ces 5 nouvelles recrues rejoignent désormais la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco dans leurs différentes missions en principauté, mais aussi dans les communes limitrophes. Like nowhere else, comme nulle part ailleurs, le slogan de la nouvelle campagne de communication de la direction du tourisme et des congrès résonne dans tout New York pendant 2 jours. La DTC est en effet partie à la conquête de Manhattan pour faire découvrir la destination Monaco. Et à la tête de la délégation monégasque en opération séduction, il y a le directeur du tourisme. Bonsoir, ou plutôt bonjour Guy Antonielli. Bonjour. Vous êtes donc à New York à la conquête du marché américain où, pour entretenir des liens déjà étroits, c'est une clientèle fidèle, la clientèle américaine. C'est une clientèle historique, une clientèle fidèle et qui était là en nombre déjà en 2022. Et pourquoi est-il si important ce marché américain? Que représente-t-il? Alors ce marché est important parce que, comme je le disais, historiquement, la principauté est très renommée aux États-Unis. C'est un marché de luxe. C'est un marché qui aime la Côte d'Azur et qui aime la Côte d'Azur pour ses grands hôtels. Ce sont plutôt des individuels ou un tourisme de congrès? Alors c'est principalement un marché d'individuels, mais c'est aussi un marché de tourisme d'affaires.
mais pas sur les congrès, essentiellement sur les voyages de récompense, sur ce que nous appelons les incentives, qui viennent en grand nombre en principauté et qui représentent une part de marché très importante. Et quels sont les atouts majeurs de Monaco sur le continent américain? Alors, on pense à l'emblématique, la légendaire Grace Kelly, mais aussi au Grand Prix de Formule 1. Bien évidemment, back to the basic, mais on porte aussi également aujourd'hui la voie d'une destination qui se réinvente, qui reste fidèle à ses éléments d'ADN, et comme vous l'avez vu, une destination like nowhere else. Et c'est pour ça que pendant 2 jours, nous sommes accompagnés des représentants de 9 hôtels de la Principauté pour organiser cette tournée de promotion aux États-Unis. Guy Antonielli, New York, c'est une porte d'entrée, mais le territoire est immense. Comment le message est-il transmis, diffusé dans tout le pays? Alors, New York, c'est une porte d'entrée, vous l'avez dit, et essentiellement actuellement au point de vue aérien. 3 compagnies desservent la ligne New York-Nice cet été, United et Delta Airlines avec des vols quotidiens, la compagnie avec 3 vols par semaine. Mais cette année, Delta Airlines ouvre un Atlanta-Nice. Il faut savoir que Atlanta est le principal hub aérien des États-Unis et donc cette ligne ouvre un vol direct vers Nice pour tous les Américains. C'est pour ça que nous faisons passer le message, bien évidemment en priorité par les journalistes que nous rencontrons et qui sont accueillis en principauté, par des campagnes de communication avec les compagnies aériennes. Nous l'avions déjà fait l'année dernière avec United, nous renouvelons l'expérience cette année avec United et nous discutons avec Delta, comme nous discutons également avec Air France. La campagne Like Nowhere Else est diffusée ce mois-ci sur Air France. Et grande nouveauté cette année, Monaco sera présente sur les écrans de Times Square. Difficile de faire plus visible, effectivement. Et puis, vous avez une petite armée à votre service aussi, hein, des spécialistes du tourisme, les diplomates. Alors, bien évidemment, les consuls et les ambassades sont les premiers piliers de la notoriété de la principauté ici aux États-Unis. Et le bureau de promotion du tourisme, c'est DCI, c'est Development Counselor International, qui est une société américaine spécialisée dans la représentation de destinations, travaille pour Monaco tout au long de l'année. Et durant ces 2 jours, l'équipe est renforcée de membres de la société dédiée usuellement à d'autres destinations pour faire de ces 2 jours un grand succès. Et quel est le programme de ces 2 journées de rendez-vous et de communication à New York? Alors nous avons commencé ce matin avec un petit déjeuner briefing à destination des partenaires. À midi, un déjeuner pour le tourisme d'affaires pour une partie des participants, un déjeuner tourisme de loisirs pour d'autres, des rendez-vous individuels. Ce soir à 5 h, un dîner, alors nous sommes aux États-Unis, à 17 h, un dîner journaliste. Demain, même rythme, petit déjeuner, déjeuner avec des agents. Et demain, 17 h, 20 h, un événement de plus grande ampleur avec des représentants des plus grandes agences tourisme d'affaires et loisirs, quelques journalistes également, au sein d'un nouvel espace ouvert dans le Ritz-Carlton à New York, Buzzard. Un programme dense pour cette opération séduction. Merci Guy Antonielli et l'on vous souhaite 2 journées de travail fertile. Merci Patricia, bonne soirée. Le chapitre sportif de ce journal avec cette soirée à Toulon, soirée à laquelle ont participé le prince Albert II et la princesse Charlène. Le gala du Hall of Fame du RCT, le rugby club toulonnais, a réuni de grands noms de l'Ovalie, au premier rang desquels ceux qui ont contribué à écrire la légende du club rouge et noir. 8 d'entre eux ont rejoint ce Hall of Fame, dont Jérôme Gallion, Éric Champ ou André Herrero et Johnny Wilkinson. Ils se sont tous vus remettre une statuette et une veste brodée. C'était la toute première Five Paddle Cup cette semaine au Tennis Club d'Aise, un nouveau tournoi à la fois inclusif et caritatif auquel l'équipe des Barbagians de Monaco a participé en faveur de l'association Fightheads Monaco. Yannick Debever et Alexandra Marangoni ont assisté à cette première ensoleillée. La Five Paddle Cup, c'est la fête du paddle sur la Côte d'Azur. C'est en tout cas de cette manière que l'entreprise de communication PSG SRL présente son événement. Un tournoi caritatif réparti en 5 catégories avec pour objectif
la promotion du padel pour tous. C'est un tournoi inclusif. C'était dans le projet à partir du premier jour qu'on voulait faire quelque chose d'exclusif, mais d'inclusif. Il y a des garçons qui jouent, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les joueurs en fauteuil et il y a aussi les VIP du monde sportif, des champions de foot qui on sait qu'ils sont très passionnés de padel. Et parmi les anciens sportifs de haut niveau, certains sont bien connus du public monégasque comme Gaël Givet et Sébastien Schilacci. Les deux anciens nassémistes sont désormais licenciés chez les Barbadjans de Monaco et représentent sur ce tournoi Fight Aids Monaco, un des partenaires de la Five Padel Cup. C'est une très bonne chose parce que voilà, c'est important d'avoir ce panel de personnes. On passe un super moment, il y a une belle organisation dans un beau club de paddle. Donc tout est réuni pour que tout le monde passe du bon temps. Et lorsque l'on demande les raisons de la croissance éclair du paddle, les réponses tournent souvent autour d'un plaisir universel. On joue à deux, donc on a un binôme, c'est sympa de vivre des émotions à deux, de se parler. Et bon, au total, on est 4, ça reste donc entre amis, ça reste des moments privilégiés. Et je trouve que c'est bon enfant et je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer ce sport. Cette première Five Padel Cup sous le soleil d'Aise était une véritable réussite. Ambitieuse, la société BSG SRL a désormais pour objectif de créer une foire internationale du padel à Monaco. Et jeudi soir, la Roca Team affrontera Strasbourg en championnat de Betclic Elite, c'est du basket. Ce sera un match à suivre en direct sur Monaco Info à 20 h avec aux commentaires Yannick Debever et Ali Traoré. Dans l'actualité, en bref, toujours cette conférence hier soir à la Maison de France intitulée Pierre Loti à Monaco. Bruno Versier, auteur de nombreux ouvrages sur l'écrivain, est venu évoquer les liens de Pierre Loti avec la principauté et ce dans le cadre du centenaire de la mort de ce dernier. La nouvelle exposition du Comité national des arts plastiques, il accueille les œuvres de David D'Alessandro, une approche très suggestive de la sensualité. On peut y découvrir des corps enlacés notamment, le tout en noir et blanc, parti pris de l'artiste, une exposition qui se tient jusqu'au 29 avril. Du jazz au programme d'un concert jeune public. C'était dimanche à l'auditorium Régnier 3 pour raconter aux petits comme aux grands aussi l'histoire d'Ulysse. José Sacré, Hugo Comassa et Clélia Renaud y assistaient. Il y a longtemps, très longtemps, au temps où les êtres humains et les dieux parlaient le même langage, vivait un homme exceptionnel que l'on appelait Ulysse. Dimanche 16 avril à l'auditorium Régnier 3, concert jeune public. Le pianiste-compositeur Paul Lé et son trio, avec Masha Makeyev, ont revisité l'Odyssée d'Homère. Il y a un absent, c'est Suleiman Bodj, qui a écrit le texte, voilà, et qui a fait une adaptation de l'Odyssée. Donc nous sommes 3 à l'origine. C'est exact, j'ai eu l'occasion moi de me replonger dans l'Odyssée pendant cette année Covid de 2020, notamment par la relecture, mais de version plutôt enfant pour mon fils justement. Et ça m'a donné envie d'écrire de la musique sur certains épisodes de cette œuvre phare. Et du coup on a enregistré un disque avec mon trio, donc avec Donald Cantomanou à la batterie et Mathias Zendai à la contrebasse qui sont là aujourd'hui avec nous. Et voilà, et aujourd'hui donc on vous joue pour la première fois ce spectacle avec la musique que j'ai écrite et Masha qui qui lit le texte. Avec le jazz, il y a quelque chose dans la musique de Paul, il y a quelque chose de très organique, de très surprenant, de très étonnant. Et il faut que la voix, qui n'est jamais que le prétexte à la musique, trouve sa place, comme ça, et sache se glisser. Donc il fallait certains mots, certaines reprises notamment. Voilà, et il faut entrer dans le rythme, mais je suis à chaque fois éblouie. Voilà, mais il faut se concentrer. Et être souple comme la musique et dans l'invention. Et puis ici, le faire à Monaco, ça prend tout son sens avec tout ce bleu qui nous environne. On sent qu'Ulysse n'est pas loin.
Voilà le long voyage d'Ulysse sur les flots méditerranéens. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de demain. À quoi peut-on s'attendre jeudi, Frédéric Ellion? Toujours du beau temps, Patricia, surtout le matin. L'après-midi, le ciel sera un peu plus voilé, mais le soleil sera toujours bien présent avec de belles éclaircies. Le temps se dégradera dans la soirée avec des averses attendues dans la nuit. Les températures seront comprises entre 11 et 18 degrés. Jeudi 20 avril, ce sera la Sainte-Odette. Merci Frédéric. Demain à 19 h, c'est Julia Vial que vous retrouverez pour une nouvelle édition du 19 h. Nous nous quittons en photo avec ces clichés de la remise officielle des casques aux nouvelles recrues de la compagnie des sapeurs-pompiers. Des photos de Manuel Vitali. Très belle et douce soirée à vous.